Bonjour et bienvenue à Gigondas pour la deuxième émission de notre série L'invité du président avec la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Denis Philippe, bonjour. Vous êtes président de la CRES. Vous nous accueillez aujourd'hui, mais en quelque sorte, c'est votre invité qui nous accueille puisque nous sommes ici à Gigondas sur les terres de Franck Alexandre, le président du Crédit Agricole Alpes-Provence. Alors pourquoi ce choix, Denis Philippe ? Je crois que c'est important, ne serait-ce qu'on a bien fait de faire ce choix parce qu'on a une journée qui est vraiment magnifique, on a un soleil radieux et puis bien sûr je veux remercier le président du Crédit Agricole Alpes-Provence pour son invitation puisqu'on est aujourd'hui chez lui, dans sa réalité du quotidien, dans sa profession. On est aussi aujourd'hui sur son domaine, dans son domaine viticole et je veux vraiment le remercier de son accueil. Alors Franck Alexandre, merci en effet de nous accueillir. Peut-être un mot sur l'endroit où on se trouve ici, qui est un peu au cœur de votre territoire aussi en tant que président de cette banque dont on verra qu'elle a vraiment sa capacité d'agir comme un acteur régional sur tous les domaines d'activité de l'économie régionale. Vous êtes présent sur les Bouches-du-Rhône, sur les Hautes-Alpes et donc sur le Vaucluse. Merci Yves et tout d'abord bienvenue à tous les deux. Je suis assez heureux de vous recevoir donc sur mes terres, donc à la fois en tant que représentant de la banque coopérative Crédit Agricole Alpes-Provence, mais également en tant que vigneron sur cette belle commune de Gigondas, donc commune connue au pied des dentelles de Montmirail, commune qui accueille bien entendu bon nombre de visiteurs, de touristes, mais qui est surtout connue pour son vin. Et j'étais par le passé une dizaine d'années président de cette appellation et je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Alors en tant que président du Crédit Agricole Alpes-Provence, et vous savez que cette banque coopérative a en quelque sorte deux jambes, la jambe des élus, des représentants du territoire, de l'économie des territoires, et puis les banquiers qui sont avec nous, donc les professionnels de la banque. Et aujourd'hui, c'est en tant que vigneron et président du Crédit Agricole que je vous accueille volontiers sur mes terres. Et vous illustrez tous les deux que ce monde mutualiste et coopératif est très divers. On va peut-être le rappeler, Denis Philippe, je crois qu'il faut le dire à chaque fois quand on fait ces émissions. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, dont le Crédit Agricole Alpes-Provence est un pilier, c'est un poids dans l'économie régionale très important en matière de PNB régionale, on va dire, et en matière aussi d'emploi. Tout à fait. D'abord, rappeler que ça rassemble, et le président l'a rappelé, le secteur coopératif, et le Crédit Agricole est un acteur important de ce secteur coopératif. On retrouve les acteurs mutualistes, les fondations, les associations, les coopératives de façon plus générale, celles qui ne sont pas dans le secteur bancaire. Et puis, depuis 2014, les entreprises qui sont agréées d'utilité sociale, qui n'ont pas à l'origine le statut de l'économie sociale et solidaire, mais qui peuvent solliciter cet agrément. On peut dire aujourd'hui qu'on a un peu plus de 170 000 salariés qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. C'est une réalité forte en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je dirais que dans certains départements, et dans ce département en particulier, la réalité d'économie sociale et solidaire est très très forte. Oui, puisque pour la première émission avec la secrétaire d'État, nous étions basés à Marseille, et là on est donc sur un autre endroit de ce territoire. Ce qui caractérise aussi, messieurs, cette économie sociale et solidaire, c'est le fait que dans la plupart des cas, et notamment pour le Crédit Agricole Alpes-Provence, toutes les décisions de direction se prennent sur le territoire. Il n'y a rien qui remonte à Paris. Alors, bien entendu, nous sommes une banque de plein exercice, donc toutes les décisions se prennent sur notre siège, au milieu de la métropole à Aix-en-Provence. Vous peut-être insister sur le fait pourquoi une banque peut être intéressée sur ce domaine-là, sociétal, solidaire. Eh bien, le Crédit Agricole est quand même une banque coopérative, vous l'avez dit, Président, qui est à la fois présente sur l'ensemble du territoire, mais qui ne sert pas, comme beaucoup d'autres banques, je ne voudrais pas en citer, mais capitalistiques, on ne sert pas forcément le capital, le résultat, mais bien on a une politique à moyen terme et on sert nos sociétaires, c'est-à-dire que le résultat d'une part à 85% est mis en réserve pour justement consolider nos fonds propres et pour pouvoir servir le territoire. Et ensuite, donc, nous sommes très vigilants à ce que l'ensemble de ce résultat puisse accompagner toute l'économie du territoire. Et vous travaillez avec tous les clients possibles, c'est-à-dire autant les institutions que les particuliers, les entreprises
et évidemment le monde associatif dont on va peut-être aussi parler. Bien entendu, nous sommes une banque universelle. Alors bien sûr, le Crédit Agricole porte dans son nom Crédit Agricole. Donc notre ADN est bien sûr donc celui du monde rural, du monde agricole. Mais bien entendu, depuis bien des années, et aujourd'hui, nous sommes la 10e banque mondiale. Donc à ce titre-là, nous avons gardé à la fois un développement européen important, mondial. On recevait hier à notre assemblée générale donc la future patronne d'Amundi qui est dans les filiales du Crédit Agricole, mais très présente à l'international. Et à la fois, nous sommes une banque territoriale et au plus proche, de l'économie de territoire. Et quand on parle d'économie de territoire, on parle bien entendu de l'économie financière de notre territoire, mais aussi d'une économie sociétale et solidaire. Alors la proximité, c'est un mot très important dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Cette proximité, elle est aujourd'hui à l'épreuve d'une crise très difficile. Alors on ne va pas parler ici de la problématique sanitaire, mais de la problématique économique et sociale. Et ça vous amène tous les deux à prendre des initiatives par rapport aux acteurs qui sont touchés depuis maintenant plus d'1 an. Bien sûr, ça nous oblige, pour nous, chambres régionales, à accompagner nos entreprises. Mais moi, je suis personnellement, en tant que président de cette chambre, d'un naturel optimiste. Et je pense qu'il faut y voir, pour l'économie sociale et solidaire, une opportunité. Parce que cette crise est venue réinterroger nos modes de vivre, nos modes d'entreprendre, et je pense qu'il y a des opportunités pour nos entreprises que nous allons accompagner pour sortir de cette crise. Mais il est venu, je dirais, le temps de l'économie sociale et solidaire. Il faut être, je crois, conscient qu'il y a une belle réalité pour nous pour l'avenir. Et Franck Alexandre, on le voit aussi aujourd'hui, vous êtes dans une perspective de fin de vos assemblées générales. Vous avez tenu il y a quelques jours votre assemblée générale de la caisse régionale. On sent que la proximité doit s'adapter à cette nouvelle donne. Et vous êtes passé, c'était aussi un des slogans, on va dire, du Crédit Agricole, de l'humain au digital. Vous êtes à l'aise sur les 2 tableaux et ça va être quelque chose de très important pour les entreprises dans l'avenir, savoir se débrouiller autant dans la relation humaine que dans le digital? Eh bien, lorsqu'on dit on est 100% humain, 100% digital, on pourrait comprendre 200%, ce qui pour des banquiers ne serait pas compréhensible justement dans les chiffres, mais c'est bel et bien là notre perspective et notre volonté. Aujourd'hui, c'est d'être à la fois agile, on l'a vu dans cette crise, il faut être présent à distance. D'ailleurs, notre entreprise est plutôt un modèle là-dessus. On a su, depuis le mois de mars que la pandémie est arrivée, s'adapter très rapidement. On est arrivé à la fois à faire travailler des gens en télétravail, ce qui est arrivé certainement chez vous également à votre chambre consulaire, mais également à garder les agences de proximité ouvertes. Et c'était un vrai défi dans cette pandémie. Aujourd'hui, la volonté du Crédit Agricole, c'est d'être à la fois, très présent digitalement pour permettre aux gens qui sont à distance, alors je ne parle pas que de la pandémie, mais pour demain, l'efficacité de chez soi, pouvoir, pratiquement avoir toutes les opérations bancaires dans son salon, mais également lorsqu'on a besoin d'un vrai investissement, parfois lorsqu'on veut bâtir, lorsqu'un couple veut s'installer, on a vraiment besoin de vrais conseils, et à ce titre-là, on est en train aussi de pouvoir rester sur le territoire, mais avec beaucoup plus de compétences. Et avec, on peut le dire aussi, du personnel, pour employer l'expression, en première ligne, parce que les agences bancaires, et notamment les vôtres, dans cette crise, n'ont jamais été fermées. Non, et en cela, en tant que président, je souligne l'effort de la direction générale, de l'ensemble de nos collaborateurs, qui, malgré la pandémie, parfois des agences fermées sur le territoire, avec des désinfections, sont revenus. Alors, le cœur un peu serré, je pense, le lendemain, parce que vous ne savez pas ce que la pandémie peut vous réserver, mais on est arrivé à garder, avec ce lien social, un service pour, tout un chacun. Et Denis Philippe, votre mission, votre mandat à la tête de la CRES, c'est justement de jouer cette carte de la proximité et de l'associer à une notion à laquelle Franck Alexandre vient de faire référence, c'est celle de responsabilité qui est aussi au cœur du modèle mutualiste. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, historiquement, sont les entreprises de la proximité. Il n'existe pas d'entreprise qui se soit créée
pour répondre à un besoin de proximité. Et si on va plus loin, le rôle de la Chambre, c'est de faire un éclairage et de mettre en avant ces entreprises. Il ne s'agit pas pour elles de parler pour elles, il s'agit de parler de la réalité de l'ESS que sont ces entreprises. Et c'est intéressant aujourd'hui de faire cet éclairage sur le Crédit Agricole. Pourquoi le Crédit Agricole ? D'abord parce qu'on l'a dit et le président l'a rappelé, c'est une banque coopérative et c'était bien qu'il rappelle les fondamentaux de ce qu'est une banque coopérative. Et une banque coopérative, ça fait partie du monde de l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, il y a l'aspect banquier et on peut être tout à fait content que cet aspect banquier soit important parce que nos entreprises ont besoin d'avoir des acteurs solides pour les accompagner. Et puis parce que dans l'histoire de notre chambre régionale, je dois le rappeler aussi, le Crédit Agricole a permis à notre chambre régionale de franchir un pas qui était indispensable pour elle. Je veux dire par là que le Crédit Agricole, au moment où nous avons dû revoir le modèle économique, au moment où nous avons porté quelques ambitions sur ce que devait être la chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, le Crédit Agricole était présent, nous a accompagnés et a permis ce développement. Alors, on parle beaucoup aussi de la raison d'être des entreprises à mission, c'est des mots qu'on entend. On voit que c'est pas toujours facile, hein. On a l'exemple de grandes sociétés françaises, y compris au CAC 40, comme le Crédit Agricole, mais là je parle d'un groupe agroalimentaire qui a eu quelques difficultés ces derniers temps avec ce modèle et avec son président directeur général. Vous êtes doté, Franck Alexandre, avec le groupe Crédit Agricole, de ce qu'on appelle une raison d'être, hein. Aujourd'hui, est-ce que c'était nécessaire de le faire ou est-ce que c'est pas tout simplement dans votre ADN d'être un acteur avec non seulement des résultats, non seulement de l'efficacité économique, mais aussi une raison d'être? J'allais dire tout naturellement, dans notre groupe tel qu'il s'est créé, on est une coopérative. Donc, au sens d'une coopérative, alors gérée aujourd'hui par le code monétaire et financier, mais également par le code rural, ça se sait pas beaucoup. Et donc, dans cette coopérative, le pouvoir, c'est un homme, une voix. On n'est pas, j'allais dire, on n'a pas plus d'importance si vous avez un bon nombre de capital ou si vous en avez très peu. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est au centre de notre coopérative. Et donc cet ADN tel que certaines sociétés du CAC 40 cherchent, nous l'avons dès le départ. Et la finalité de cet ADN, c'est de donner du sens au résultat. Vous pouvez faire du résultat, une banque, c'est important. Si vous n'avez pas de résultat, vous ne pouvez pas avoir d'action et d'accompagner justement des actions sociétales et solidaires sur les territoires. Donc le Crédit Agricole Alpes-Provence, pour revenir sur notre casse régionale, mais c'est vrai dans l'entité du groupe, s'est doté de 3% du résultat pour justement accompagner l'ensemble du territoire sur des domaines à la fois culturels, à la fois sociétal, caritatifs et aussi sportifs. Donc dans le cadre de fondations, c'est comme ça que vous travaillez ? Pas que. Donc nous avons une fondation qui aujourd'hui date d'une plus de 14 ans, où on a suivi alors à cette fondation plus de 450 dossiers aujourd'hui pour plus de 10 millions d'euros sur nos 3 départements. Hein. Je rappelle, Alpes-Provence, c'est les Hautes-Alpes, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Mais donc dans des domaines à la fois caritatifs, à la fois de préservation du patrimoine. Alors caritatif, je vais vous donner un exemple très récent. Hein, dans la pandémie que nous venons de subir, eh bien, c'est l'aide à toutes les EHPAD. C'était une action du groupe, mais Alpes-Provence a su être déterminant, même sur l'achat d'appui technique à l'ensemble des hôpitaux, et notamment des respirateurs. Alors, Denis Philippe, ce monde mutualiste, il est apparu, je vais un peu vous taquiner, même vous provoquer, comme faisant un peu partie de l'ancien monde. Maintenant qu'on parle de l'ancien monde et du nouveau, les gens qui s'impliquent dans les mutuelles, dans les associations, sont pas forcément les plus jeunes d'entre nous. Pourtant, vous portez des valeurs modernes. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on dit que l'année 2021, c'est une année où il faut vraiment s'occuper des jeunes, est-ce que vos valeurs peuvent séduire la jeunesse et ceux qui nous écoutent peut-être aujourd'hui ? J'en suis convaincu. Je suis d'autant plus convaincu que je pense que dans l'économie sociale et solidaire, si vous le qualifiez d'ancien monde, et pourquoi pas, on a la capacité de se réadapter très très vite et il y a chez nos acteurs une capacité de résilience qui est quand même très très forte. Oui, aujourd'hui, notre jeunesse, elle interroge le sens. Et je le dis souvent, nos jeunes font parfois de l'économie sociale et solidaire sans le savoir.
À nous d'aller leur faire la démonstration qu'ils ont intérêt à faire cette économie sociale et solidaire sans savoir qu'elle est de l'ESS, à venir la faire chez nous. Parce qu'effectivement, dans nos organisations, dans nos entreprises, je crois que nous avons besoin de gens qui interrogent le sens et qui viennent mettre des compétences indispensables au renouvellement de ce que nous devons être. Parce que c'est vrai que dans l'économie sociale et solidaire, comme peut-être dans bon nombre de structures, nous allons avoir un bouleversement, un renversement. Nous allons avoir toute cette génération baby-boom qui va partir et il va y avoir des opportunités importantes. Donnons ces chances à ces jeunes et faisons en sorte que elles puissent porter un regard attentif à ce que font les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans cette région. Et alors justement, donc l'exemple, Franck Alexandre, au niveau du Crédit Agricole, quand vous menez des entretiens d'embauche, quand vous accueillez des nouveaux collaborateurs, puisque forcément il y a des rotations importantes dans vos effectifs, c'est des éléments déterminants aujourd'hui, peut-être même qui vous permettent de faire la différence pour quelqu'un qui veut choisir une banque dans laquelle il veut être salarié ? Alors aujourd'hui, le modèle coopératif paraissait, pas aujourd'hui d'ailleurs, paraissait il y a quelques années un peu désuet. Donc je reviens sur les propos du président et pour les compléter à ce sujet-là. Et c'était pas un modèle très glamour entre guillemets, mais aujourd'hui l'efficacité de l'économie et l'efficacité, j'allais dire sociétale de ce modèle-là fait que bien les banques coopératives, mais les coopératives en général sont un modèle de plus en plus, j'allais dire, mis en avant. Alors pour répondre par rapport aux jeunes, Alpes-Provence est engagé puisque 2021 c'est l'année des jeunes. Nous avons l'année dernière en pleine pandémie su réagir sur notre ADN, sur l'histoire du Crédit Agricole et sur les gens qui avaient vraiment besoin, c'est-à-dire les gens qui étaient les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées. Et le groupe et la caisse régionale s'est engagé sur des actions par rapport à nos aînés. 2021, on s'est aperçu et on les avait un petit peu délaissés et je pense que c'est l'ensemble de la société qui n'avait pas pensé à nos jeunes. Et aujourd'hui, je pense que cette jeunesse souffre énormément de cette pandémie et nous devons, en tant que première banque de la région, premier groupe en embauche en France, le groupe Crédit Agricole, il faut le rappeler. Et nous sommes engagés hier dans notre Assemblée Générale à embaucher plus de 300 jeunes, je dis bien 300 jeunes au niveau du Crédit Agricole Alpes-Provence. L'utilité, c'est aussi quelque chose qui fait partie des valeurs mutualistes. On le voit, là, on est dans un paysage magnifique qu'il faut absolument préserver. Être utile à son territoire, c'est avoir aussi des comportements qui sont respectueux de l'environnement, des personnes avec qui on travaille, tout en gardant la notion de performance économique. C'est une équation quand même compliquée aujourd'hui, Denis Philippe, à tenir. Non, je pense que ça réinterroge la responsabilité. Je pense qu'on interroge la responsabilité des entreprises dans ce qu'elles sont, dans leur façon de produire, dans leur façon de se comporter, dans la façon d'être gérées. Ça interroge également le citoyen sur sa façon d'être aujourd'hui. C'est vrai que la crise que nous traversons actuellement est peut-être venue porter le doigt plus rapidement sur des sujets malgré tout que nous connaissions, mais on voit bien qu'il y a dans notre société une volonté à revenir à des choses qui soient plus pratico-pratiques, qui soient plus responsables de la vie de chacun, qui soient plus responsables de nos gestes, qui soient plus responsables de nos pratiques. On voit bien que les circuits courts, c'est une réalité qui fonctionne, qui est une façon de produire également dans l'agriculture qui est en train de changer. On voit bien que les agriculteurs ont pris ce virage et il faut les accompagner également. On n'est plus du tout dans la même vision de la façon dont il fallait produire l'agriculture aujourd'hui qu'on l'était auparavant. On revient en fin de compte, on revient à ce qu'on a connu quelque part pour les plus anciens d'entre nous. On revient à des pratiques que faisaient peut-être nos grands-parents et qu'on avait cru bêtement peut-être pouvoir dépasser, et la réalité nous rappelle que peut-être il y avait beaucoup de bon sens dans ce que faisaient nos aînés. Alors Franck Alexandre, un mot sur ces circuits courts de l'économie aujourd'hui, et puis même puisqu'on est un territoire qui vend cette, on va dire cette approche-là, ou ce concept-là, l'économie circulaire, hein, comme on dit maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous montrez l'exemple? Est-ce que vous êtes sur des circuits courts pour les achats qui concernent le groupe? Parce qu'un groupe comme le Crédit Agricole, il y a un impact important sur le territoire parce que vous achetez, par aussi votre contribution fiscale, hein, vous devez être un contributeur fiscal, je pense, important. Enfin, voilà, cette notion d'utilité, elle se traduit comment chez vous et ces circuits courts et cette économie circulaire? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, merci d'aborder ce thème-là parce que en tant qu'on est un des premiers contribuables de la région.
En ayant beaucoup d'agences, on paye énormément d'impôts, que ce soit foncier, impôts sur les sociétés, etc. Et on en est fiers. On en est fiers parce qu'en payant des impôts, on participe, j'allais dire, au développement de notre territoire, de la société française en général. Ça, c'est le premier point. Le groupe Crédit Agricole, depuis très longtemps, s'est engagé au niveau de la RSE et notamment être une banque telle qu'on va l'appeler, et je pense qu'on va l'entendre de plus en plus, la banque verte. Alors, je rejoins exactement ce que disait le président. On est souvent sur des phénomènes de balancier. Je pense que notre société est allée un peu trop loin, j'allais dire, dans la consommation, dans le libéral, excusez-moi de ce terme-là, pour revenir aujourd'hui et dans une société beaucoup plus volontariste, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus engagée, sociétale, économique, mais également écologique. Et je pense qu'on retrouve ce que l'on a pu, j'allais dire, pendant des années, voir nos grands-parents faire, c'est-à-dire ne pas gaspiller, parfois préserver la nature pour les générations futures. Et c'est des réflexes qui recommencent à revenir sur la société. Et je pense qu'un jeune aujourd'hui qui s'engage dans une entreprise, il ne s'engage pas forcément pour le salaire, il s'engage parce qu'il y a une finalité dans le travail qu'il accomplit au quotidien. On a souvent le sentiment aussi que le monde mutualiste, le monde coopératif, c'est un monde qui a le temps devant lui, qui a résisté à des épreuves, qui a résisté à des guerres, donc qui n'a pas forcément ce sentiment d'urgence qu'on sent parfois dans la société, et notamment chez les jeunes qui disent mais on a une planète à sauver quelque part, donc il faut qu'on soit actif. Alors, comment est-ce que vous êtes actif ? Est-ce que vous pouvez, par exemple, Denis Philippe, nous dire aujourd'hui les animations que vous faites sur le territoire, comment aujourd'hui vous animez votre réseau pour faire vivre toutes ces valeurs dont on vient de parler? Bon, d'abord, la mission première de la Chambre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accompagner ces entreprises. On les accompagne habituellement, d'une forme habituelle et classique. Aujourd'hui, la manière d'accompagner est quand même un petit peu particulière et elle demande des réponses très très précises pour certains secteurs. Mais ça ne va pas empêcher la Chambre de continuer son action et de profiter, je dirais, de cette période pour faire parler des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je ne reviendrai pas sur le salon des achats responsables, c'était un événement important, mais dans notre agenda, notre calendrier d'action jusqu'à la fin d'année, nous aurons ensuite l'inauguration de la maison de l'ESS, puisque nous avons un gros projet ambitieux de regrouper bon nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sur un même site. Nous ferons une inauguration le 29 avril avec 3 acteurs qui sont déjà volontaires pour créer et constituer cette maison de l'économie sociale et solidaire. Nous aurons aussi la création d'un club d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose que des entrepreneurs en dehors et parallèlement à l'action de la Chambre puissent réfléchir ensemble et animer un club. Et puis, les vacances passées, dès la rentrée, à l'automne, nous aurons à préparer la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui engage les acteurs de l'État, de la région et de la CRES. Et cette conférence régionale qui partira justement des besoins du territoire permettra d'alimenter, je pense, une conférence régionale qui aura un ordre du jour riche, qui reprendra en compte, en fin de compte, tout ce qu'on s'est dit. Et puisque vous parlez, Denis Philippe, de ces aspects politiques, on est comment ici dans notre région ? Vous êtes un peu le fer de lance des CRES locales et régionales. Comment se passent les relations avec, j'allais dire, le pouvoir central, puisqu'on parle toujours d'une France très, très centralisée? Ça serait prétentieux de dire que nous sommes le fer de lance. Peut-être la particularité, là où nous avions surpris il y a quelques années, je revenais sur le projet qu'a accompagné le Crédit Agricole, nous avions une vision peut-être un peu plus entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes définis comme chambre d'entreprise, partant du principe que c'était nos entreprises qu'il fallait mettre en avant et que c'était nos entreprises qui devaient se développer. Cette expérience-là, c'est vrai, elle est observée. Nous avons de très très bonnes relations avec l'État, avec la secrétaire d'État Olivia Grégoire, qui, je le dis sans réserve, a une action efficace. Et nous avons la chance également, dans cette région, d'avoir des relations importantes et fortes avec la région. La région, c'est l'acteur naturel, relationnel pour une chambre régionale comme la nôtre. Maintenant, il faudra, pour les années à venir, ne pas se contenter de ce que nous sommes. Je crois qu'il faudra, pour notre chambre, un projet beaucoup plus ambitieux, parallèlement à des discussions qu'inévitablement nous aurons avec l'État sur le statut des CRES, qui n'est pas aujourd'hui un statut satisfaisant.
Alors Franck Alexandre, quand on parle d'animation du territoire, vous avez la responsabilité en tant que président du conseil d'administration du Crédit Agricole Alpes-Provence de toute l'animation d'un réseau de caisses locales qui est très dense, hein. Je crois qu'il y en a plus de 70 sur le territoire. Donc comment est-ce qu'on anime un réseau comme celui-là? Comment est-ce qu'on fait percoler ces valeurs mutualistes? Avec quel type d'action? Avec quel type d'attention pour des gens qui donnent du temps pour être administrateurs de caisses locales? Alors, c'est un modèle qui est très peu connu. Le Crédit Agricole, banque coopérative, souvent connue sous le nom de Crédit Agricole, de la banque que l'on voit, les agences, etc. Sur le terrain et même sur la composition du groupe, on est un groupe composé à l'envers. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole SA, qui est coté en bourse, c'est notre fille. C'est-à-dire qui appartient à l'ensemble des 39 caisses régionales. Mais ces 39 caisses régionales, puisque nous sommes sur modèle coopératif, chaque caisse régionale, n'existe que parce qu'il y a ces caisses locales. Alors ces caisses locales, c'est toutes les caisses que l'on connaît, 74 sur 3 départements, et qui regroupent un territoire, souvent économique, un bassin de vie. Et c'est là que se passe, l'économie, mais aussi, c'est là que l'on sent au plus proche, du terrain et des territoires, ce qui se passe, et dans la société, et ce qui va se passer dans le développement de notre territoire. Et je pense que c'est un groupe qui a une énorme chance, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est un groupe à taille humaine, parce que un des plus grands groupes mondiaux au niveau de la banque, avec des enjeux sociétaux, des enjeux de RSE, et qui sont, développés de plus en plus au niveau du groupe, mais qui se développe depuis son origine au niveau local. Et aujourd'hui, ce tissu local, je pense qu'on le voit encore aujourd'hui dans cette pandémie, le Crédit Agricole reprend des parts de marché parce qu'on est au plus près des problématiques, des gens et de la société. Et là, on tourne autour d'un terme qu'on n'a peut-être pas encore utilisé et employé dans cette émission, c'est celui de réseau. On voit aujourd'hui, notamment avec la digitalisation de la société, cette numérisation, qu'on a de plus en plus besoin de réseaux. Alors, est-ce que la façon de voir mutualiste, qui a toujours fonctionné avec cette idée de réseau, est-ce que c'est pas là sa force aujourd'hui principale, de pouvoir dire à quelqu'un, quand vous vous engagez dans une action mutualiste, vous créez un réseau qui va vous permettre de développer vos activités. Vous avez raison, mais sauf que nous avons, parfois péché également. C'est-à-dire que, fort de ce que nous étions, nous n'avons peut-être pas regardé ce qui se passait autour de nous. Et la problématique, et j'ai eu souvent l'occasion de l'évoquer, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, les composantes sont diverses. Il y a le secteur coopératif, et nous en avons un acteur essentiel aujourd'hui. Il y a le secteur mutualiste, vous avez le secteur associatif, vous avez d'autres acteurs. Mais ces acteurs-là n'ont pas forcément l'habitude de se parler et du faire ensemble. Et il manque, tant au plan national, d'acteurs qui organisent la transversalité. Et pour revenir à peut-être ce que devrait être l'ambition plus forte de notre chambre régionale, c'est de favoriser cette transversalité. Il ne s'agit pas pour la chambre d'être le Crédit Agricole, nous serions bien en peine, bien évidemment, et vous le comprenez. Il ne s'agit pas non plus d'être à la place d'une association ou d'une mutuelle, mais je pense qu'il est du rôle de la chambre de faire ensemble que ces acteurs-là, qui relèvent quand même, qu'on le veuille ou non, de la même famille, soient en capacité d'être efficaces ensemble, peut-être plus fortement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et ce réseau, Franck Alexandre, vous le faites aussi vivre parce qu'il y a des éléments, on peut peut-être les préciser, c'est plutôt sympa. Au DOC, par exemple, à Marseille, vous mettez vos bureaux à disposition de certains de vos clients pour faire du réseau. Aujourd'hui, on peut considérer qu'avec l'immobilier d'entreprise que vous avez, vous mettez aussi ces salles à disposition d'entreprises pour faire des réunions et rencontrer des clients ou des relations. Alors je pense que l'intérêt, et ce que disait le président, je vais rebondir dessus parce que je pense que c'est primordial. Vous savez, les réseaux et le Crédit Agricole Alpes-Provence, c'est 900 administrateurs à côté de 2300 collaborateurs, ce qui fait à peu près un tiers, de notre banque régionale et coopérative. Ce réseau, ce ne sont pas des banquiers, ce sont des entrepreneurs, ce sont des représentants de la société, et là on se ressemble énormément puisque on a des présidents d'associations et on
agricole au plus près, j'allais dire, de notre société aujourd'hui. Et ces clients qui sont sociétaires, hein, puisque nous sommes dans une banque coopérative, je pense qu'ils ont, d'ailleurs, on le voit aux assemblées générales, ils ont une voix et ils nous portent, j'allais dire, il porte l'intérêt de la société. Ensuite, je pense que le relais, et le président l'a très bien dit, il doit se faire à un autre niveau de connaissance entre justement le Crédit Agricole, la CRES et d'autres organismes de la région. Et lorsque finalement on a le même ADN, on a quand même des réseaux qui sont différents, mais qui peuvent, j'allais dire, accompagner l'ensemble de la société sur des thèmes communs. J'allais dire, aujourd'hui, vous avez parlé de la proximité, et puis j'allais dire de l'alimentation, des réseaux courts, etc. Moi, je pense que c'est très vrai à Marseille, c'est très vrai dans notre région, dans le Vaucluse, dans les Alpes. Et aujourd'hui, on peut porter ce message-là. Et même sur le point de vue caritatif, et on l'a prouvé, hein, d'ailleurs, avec notre réseau, avec les éléments climatiques qui sont passés dans le 06, dans la vallée, eh bien, on s'est de suite mobilisé, et notre réseau, avec 2-3 mails, puisque les modes de communication sont quand même assez simples aujourd'hui, eh bien, d'arriver à faire un camion ou 2 camions, pratiquement 2 jours après le sinistre qu'ils ont connu, de fruits et légumes qui sont arrivés, j'allais dire, dans cette vallée-là, pour eh bien, conforter, j'allais dire, les sinistrés. Et avec des prises de décision toujours au plus près, le plus rapidement possible sur le territoire. Alors, je rappelle qu'on est à Gigondas aujourd'hui, donc dans le Vaucluse. C'est peut-être l'occasion quand même de citer 2 secteurs qui sont particulièrement en difficulté dans l'économie actuelle et qui représentent bien l'image du Vaucluse. C'est le tourisme et la culture, avec les festivals dont on ne sait pas trop ce qu'ils seront cet été. Est-ce que vous avez, Denis Philippe, par rapport à ces secteurs d'activité, des initiatives ou des messages aujourd'hui? Je dirais 3 secteurs peut-être. Il y a le secteur sportif. Aujourd'hui, les clubs sportifs sont à l'arrêt également. Le tourisme, vous l'avez rappelé, et le tourisme social dans cette région est une part importante également. Et puis effectivement, tout ce qui est culturel, et on ne pourrait pas l'ignorer ici dans ce département, quand on n'est pas trop loin d'Avignon, on sait très bien les difficultés que ça peut avoir. Alors on le voit, l'éclairage est parfois fait médiatiquement sur les gros festivals, mais n'oublions pas non plus toutes les petites associations culturelles qui contribuent justement à la vie de nos villages, de nos villes, qui sont des acteurs importants dans les animations, qui sont importantes également et qui font la vie. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. En fin de compte, on s'aperçoit que les secteurs qui sont les plus touchés sont certainement ceux qui nous manquent peut-être le plus, pas dans notre activité professionnelle, peut-être pas dans nos engagements, mais dans ce qu'on aime pouvoir partager après qu'on ait fini sa journée, dans ce qui fait nos relations humaines. Et ce sont ces acteurs-là qui sont les plus touchés. Oui, je vais le redire, on est très très attentif pour qu'elles soient soutenues et accompagnées, et malheureusement, comme elles sont à l'arrêt, elles ne peuvent être soutenues que parce que il faut les maintenir en vie, et il faut les accompagner économiquement. C'est malheureusement la démarche que nous avons aujourd'hui en tant que Chambre, mais vous comprendrez bien que c'est pas ce qu'attendent ces acteurs. Ils attendent le retour, comme nous, le retour à la vie. Voilà, et cette solidarité, elle s'exprime sûrement, ça doit remonter des caisses locales, Franck-Alexandre, pour vous? C'est évident. Vous savez, nous, c'est 3% de notre résultat qui donne du sens justement à notre coopérative. Il faut savoir que 1% est sur le sport pour valeur. Aujourd'hui, lorsque vous faites, allez, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais 80 millions d'euros de résultats l'année dernière, ça fait donc 1%, vous avez 900 000 euros qui sont mis à disposition de tous les clubs formateurs, petits ou gros, pas forcément professionnels d'ailleurs, et j'allais dire majoritairement pas professionnels, et qui font que, eh bien, on vient en soutien. Et nous avons continué en 2021 à soutenir ces petits clubs, qu'ils aient, j'allais dire, de l'activité ou pas. Parce que c'est très important pour demain, lorsqu'il y aura cette relance-là, que ces clubs soient en bonne santé pour pouvoir redémarrer, parce que c'est dans la vie sociale. Nous avons fait la même chose au niveau caritatif. Bon nombre d'associations, vous le voyez, hein, les jeunes aujourd'hui ont besoin, malheureusement, on retrouve des jeunes dans des secteurs qu'on ne connaissait pas, dans les restos du cœur, dans la banque alimentaire, etc. Et bien là aussi, nous avons soutenu notre action auprès de ces associations-là. Et je pense que le Crédit Agricole a aussi cette volonté demain de revenir, j'allais dire, avec plus d'ambition dans cette CRES qui est un modèle, j'allais
j'allais dire, et qui regroupe justement tous ces besoins-là. Alors pourquoi on n'est pas là pour faire le travail que fait la CREPS aujourd'hui? Par contre, comme on l'a fait à l'origine, où on a mené, j'allais dire, notre pierre à édifice pour restructurer cette chambre, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, la volonté de l'ensemble du conseil d'administration, peut-être poussée un petit peu par cette pandémie, nous fait revenir, j'allais dire, un peu plus solidaire dans cette CRES. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Merci Franck Alexandre de nous avoir accueillis aujourd'hui à Gigondas. Je voudrais peut-être terminer sur justement cette notion de convivialité. On est là tous les trois dans un endroit magnifique. On espère que vous êtes nombreux à nous regarder. Mais bien sûr, on est un peu désormais chacun chez soi ou dans son bureau avec un écran. Est-ce que cette convivialité qui s'exprime par le digital aujourd'hui, on arrive quand même à la faire vivre, Franck Alexandre? On arrive à faire en sorte de continuer à garder du lien, ce qui est important avec ces nouvelles techniques de communication, en espérant des jours meilleurs, bien sûr? Alors, de réponse à cela, hein, bien sûr, on s'adapte, on est agile. Au niveau de la banque, eh bien, on se digitalise de plus en plus, à la fois par la proximité. Mais je pense qu'on est une banque coopérative et que, comme l'ensemble de la société, au plus vite on revient sur une normalité de présentiel où on va pouvoir partager un verre, parce que là, on fait une émission plein cœur d'une appellation qui est magnifique et pratiquement, bon, on va le faire quand même, mais on gardera les distances, on pourra partager un verre de vin de Gigondas. Mais je trouve que au plus tôt la société sortira de cette pandémie, au plus tôt l'économie s'en sortira le plus rapidement possible. Merci de nous avoir accueillis, Franck Alexandre. Et donc le mot de la conclusion pour Denis Philippe. Écoutez, moi vraiment ravi qu'on ait fait un éclairage sur le Crédit Agricole et forcément ravi d'avoir été ici aujourd'hui président chez vous. Après, pour la convivialité, c'est vrai qu'on a des outils numériques et ils sont bien utiles, mais le président l'a rappelé à l'ouverture de son propos. Dans l'économie sociale et solidaire, la valeur première, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. En fin de compte, c'est l'humain et on a hâte quand même à revenir à nos meilleures relations humaines. Merci, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à leur proposer de la regarder sur les réseaux sociaux et sur les différents sites, notamment de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis on se retrouvera très bientôt avec un nouvel invité pour cette émission, l'invité du président. À très bientôt, merci beaucoup et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et à notre réalisateur David Bérard. À bientôt.